Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, l'histoire que tu vas nous raconter a l'air complètement exagérée, paranoïaque, à la limite complotiste, oui. Mais c'est documenté, c'est dans le journal très sérieux L'Express. Alors, Poutine voudrait envahir l'Europe. C'est sérieux, là? Oui, Richard. Quand des omnipraticiens, des généralistes de la chose publique, comme moi et toi, parlons, il faut être extrêmement prudent lorsqu'il s'agit de sujets très complexes comme la géopolitique mondiale. Voilà pourquoi moi j'aime bien m'appuyer sur les gens qui sont des spécialistes du sujet. Et effectivement, l'hebdomadaire L'Express vient de publier un dossier très étoffé que j'invite nos auditeurs à lire. Et le titre, Richard, dit tout. Le titre est le suivant. Vladimir Poutine, la guerre d'après, virgule, comment il se prépare à attaquer l'Europe. Et ce ne sont pas des scénarios délirants, ce sont des entrevues avec des gens qui savent de quoi ils parlent parce que c'est leur métier. Alors, permets-moi ici, Richard, d'introduire une note personnelle. Tu m'as souvent dit l'admiration que tu portes et que je partage pour Giuliano da Empoli, l'essayiste italien, auteur de L'heure des prédateurs et du Mage du Kremlin. Le Mage du Kremlin se voulait une enquête sur un personnage fictif nommé Vadim Baramov, éminence grise du Kremlin. En fait, ce Vadim Baramov est basé sur le vrai Vladislav Surkov, qui, en mars 2025, disait, je cite, « Nous nous étendrons dans toutes les directions, aussi loin que Dieu le voudra et que nous en aurons la force. L'important est de ne pas s'emballer et de ne pas s'attaquer à un trop gros morceau. » Ça, c'est la tête pensante de Vladimir Poutine. Par ailleurs, que nous apprend ce dossier de l'Express? Depuis janvier 2001, plus de 200 opérations russes clandestines en Europe ayant causé des dommages matériels, drones, sabotage, espionnage, incendies criminels, colis piégés, etc. Des bateaux et des avions militaires russes ont violé les eaux territoriales et l'espace aérien de l'Estonie. Réponse de l'OTAN, bruit de criquets. Et un expert dit, jour après jour, petit geste par petit geste, Moscou nous teste en permanence et nous échouons test après test. Voici, Richard, ce que dit un rapport des services secrets danois cité par l'Express. J'ouvre les guillemets. Quand la guerre en Ukraine se terminera ou sera gelée, la Russie pourra libérer des ressources militaires importantes et ainsi accroître sa capacité à constituer une menace directe. Fin des guillemets. Voici ce que dit maintenant le patron du renseignement finlandais. J'ouvre les guillemets. Nous nous préparons à tous les scénarios, de l'action clandestine à une attaque à grande échelle. On rapporte également qu'un journal danois, Dan Watch, et une revue allemande bien connue, Der Spiegel, ont publié un reportage qui, photo aérienne à l'appui, montre en Russie des kilomètres de nouveaux tunnels, des tours de guet, des nouvelles casernes, des bâtiments de stockage et un équipement militaire flambant neuf, ce qui contredit évidemment la vérité reçue que l'armée russe serait constituée uniquement de vieux coucous déglingués de l'ère soviétique. On estime le budget militaire russe à environ 130 milliards d'euros par année. Et oui, les pertes en Ukraine ont été lourdes, mais la Russie vise 1,5
milliards de soldats d'ici 2026 et malgré ces lourdes pertes, cette armée se reconstitue plus vite que prévu. Alors là, évidemment, Richard, quand tu parles de est-ce du délire ou pas, la question devient qui est le mieux placé pour juger, nous ou les voisins immédiats de Poutine? Or, voici donc qu'en Lettonie, en Lettonie, les cours de défense sont maintenant obligatoires au lycée. En Pologne, dès le primaire, j'avais de la peine à y croire, dès le primaire, les enfants sont initiés au maniement des armes. Tout ça mis ensemble dresse un portrait très, très inquiétant. Et bien entendu, Richard, ai-je besoin de m'étendre sur tous ces experts? Si tu me donnes quelques minutes, je pourrais t'en montrer d'autres qui disent petite Poutine anecdote. joue. Vas-y, manipule Trump comme un enfant. Petite anecdote personnelle, la femme qui me coupe les cheveux à un certain âge, elle est polonaise, Ouais. elle a de la famille là-bas, elle leur parle souvent, chaque année avant en Pologne, elle dit on s'attend, on se prépare pour une invasion russe. On se prépare pour une invasion russe. Et j'ai trouvé fascinante dans une remarque dans ce dossier. On nous dit à quel point les Russes ont étudié les points faibles de l'Europe. Par exemple, attends que je retrouve ma référence. Voilà, en Lettonie, Richard, en Lettonie, 35% de la population est d'origine russe. Et dans la capitale de la Lettonie, Riga, 50% de la population est d'origine russe. Donc, s'il y avait une attaque, quelque part, à l'intérieur même du pays, beaucoup de gens verraient ça comme la réunification avec la mère patrie. Et dans ce contexte, comprends-tu, c'est extrêmement inquiétant. Mais il a toujours promis, ça, de ramener le grand empire russe. Il l'a toujours dit, il s'en est jamais caché. Il l'a toujours promis, mais comprends-tu qu'aujourd'hui, en resserrant l'alliance avec les Chinois et en profitant de Trump, quelque part, les cartes s'alignent pour lui. Tu sais, on a souvent cette impression, Richard, du bourbier ukrainien qui serait un peu le Vietnam des Russes, parce qu'effectivement, les Ukrainiens ont été pas mal plus tough qu'on le pensait. Eh bien, tu as une analyste dans ce dossier qui dit, regardez bien là, pour Vladimir Poutine, il y a 2 scénarios en Ukraine et les 2 sont gagnants pour lui. D'abord, on exclut le scénario d'une victoire ukrainienne. C'est impossible, ça n'arrivera pas. Les 2 scénarios réalistes sont les suivants. Trump fait pression sur Zelensky et l'Ukraine et obtient sa capitulation, ou bien les négociations de paix, dont tu vois bien que Poutine s'en moque et les repousse, ces négociations de paix échouent, puis là, évidemment, Trump fait la baboune, rentre chez lui, blâme tout le monde, isole encore plus les États-Unis, et là, Poutine obtient ce qu'il veut, c'est-à-dire les territoires déjà conquis et une possibilité, en gelant la situation sur le terrain en Ukraine, de concentrer ses forces ailleurs. Alors évidemment, moi, plus je lisais, plus je me disais, c'est loin d'être absurde et j'invite tous ceux qui nous écoutent à lire ça. Et quand tu arrives dans la section « Que faire ?» sais-tu, Richard, on n'a pas 36 000 options. Les Européens, évidemment, doivent réarmer, mais tu sais très bien que politiquement, là, dans des démocraties où les élections ne sont pas truquées, dire « je vais augmenter les dépenses militaires », c'est jamais bien sexy au plan électoral. T'sais. Les gens préfèrent que tu mettes l'argent sur les hôpitaux puis les routes. Donc, il faudra armer. Deuxièmement, il faudrait des sanctions économiques, mais pas mal plus dures qu'en ce moment, puisque Moscou, en passant par la Chine, peut les contourner. Peut-être miser sur l'âge de Poutine, qui a tout de même 72 ans, et sur le fait qu'il y a des jeunes générations de Russes qui veulent peut-être un autre avenir
que la militarisation de leur société. Mais c'est pas drôle, Richard. C'est pas Non. drôle ce qui se prépare. Non, mais écoute, entre la Russie, la Chine, les frères musulmans, etc., veut dire vraiment, on est mal barré. C'est dans l'Express. Merci, Oui. Joseph. À demain. Je t'en Salut. prie. À bientôt. Bye. Salut. Bye.